Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yassine Scali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon épisode. Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour. On parle de Hello with a W, donc avec un W. Ce sont des bureaux exceptionnels en plein cœur de Paris et tout un tas de services pour que vous puissiez bosser dans les meilleures conditions. C'est quoi leur particularité ? Ils sont présents à un seul et unique endroit. Le Sentier, le fief historique des entrepreneurs. Pour info, Hello accueille des clients de toute taille. En général, leurs clients ils cherchent entre 15 à 250 postes avec un abonnement hyper flexible. Bref, si vous souhaitez bénéficier de bureaux canons en plein cœur de Paris, mangez sainement et surtout travailler avec des Français, ça se passe chez Hello. Leur site c'est hello avec un w.io. Encore une fois, merci à Hello de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à votre tour. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré à la maison et ça fait très longtemps que je me suis pas levé à 7h15 pour un podcast. Mais plaisir d'être avec Marguerite, comment vas-tu ? Très bien, salut Yassine. Bon allez, présente-toi, de quoi on va parler aujourd'hui, quelles sont tes belles réalisations jusqu'à présent ? Ouais, donc moi je suis la cofondatrice de Clear Fashion, société start-up, société à mission qu'on a créée en 2018 pour rendre la mode plus durable en y apportant de la transparence. Nous, notre conviction, c'est qu'en fait, pour que le secteur évolue, il faut apporter de la visibilité sur la façon dont les vêtements sont produits, à la fois pour inciter les marques à faire mieux, et puis pour permettre aux consommateurs aussi de consommer différemment et de soutenir, du coup, de privilégier les vêtements plus durables. Dis-moi une chose, on va parler du pain, etc. Mais il me semble, balance des chiffres. Est-ce que tu as des chiffres sur la pollution ? Je crois que la fashion, je sais pas si on parle de fashion ou de fast fashion, mais qui est une des industries les plus polluantes, il me semble. Ouais, l'industrie de la mode, c'est en effet l'une des industries les plus polluantes. Et quelques chiffres, c'est 10% de l'impact carbone mondial, c'est 20% de la pollution des eaux sur Terre, c'est aussi énormément de pollution plastique, énormément de vêtements qui terminent chaque année à la poubelle. C'est vraiment une industrie qui est la source de, malheureusement, beaucoup de dérives à la fois donc, sur la partie environnementale et aussi sur la partie sociale. Dans les choses qui peuvent parler, récemment, on en a pas mal parlé avec les Ouïghours. Tu dis récemment, mais j'ai l'impression que ça fait des années que ça dure quand même, les Ouïghours. Ouais, maintenant, ça continue. On est d'accord, hein, je me souviens d'Omar Sy, je crois qu'il était allé, à moins que je confonde, mais je crois que vraiment il était allé sur place. Je sais pas si ça te parle. Ouais, il me semble que c'est un des rares qui avait qui avait mobilisé du monde. Il avait réussi à aller sur place, ok. Omar, si tu nous écoutes, tu as ta place dans ce podcast. Bon, raconte-moi un petit peu comment vous êtes lancé. Souvent, j'aime bien revenir sur le 0 to 1, mais en fait, on va revenir à -0. Parle-moi de toi déjà, d'où viens-tu, où est-ce que tu as grandi ? Il y a une particularité qu'on expliquera dans l'épisode, c'est que vous avez déménagé. Donc tu es venu me voir de bonne heure ce matin à Paris, mais tu es à Marseille habituellement. Mais t'es pas marseillaise. Non. Donc comment es-tu tombée dans l'entrepreneuriat ? Ouais. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat, on va dire, pendant mes études. Puisque donc, moi, j'ai fait une école d'agro, donc j'étais à AgroParisTech. C'est vrai que déjà, ce qui m'avait motivée pour faire ces études, c'était... j'étais très sensible, je pense, aux enjeux un peu planétaires, à la fois d'alimentation, de gestion des ressources naturelles, etc. Je savais que c'était des enjeux que je pourrais adresser en faisant ces études. Tu prenais des actions à titre perso ? Je commençais, oui. VG ou autre est-ce que je... Ouais, non, mais quand je dis des actions, c'est est-ce que tu contrôlais ta consommation de viande, quand tu achetais plus éthique peut-être sur de la fashion ? Je pense qu'on a tous commencé par les choses qui nous semblent au départ les plus évidentes. Je sais pas, faire attention à la pollution plastique, les déchets, etc. Et puis petit à petit, en effet, je suis allée plus loin dans ma sensibilisation et aussi... T'es VG ou pas ?
Je suis, disons, semi-végé et je m'autorise des exceptions. Ok. Je suis flexitarienne. Vas-y, moi aussi je me mets dedans, ça fait plaisir. Ok. Juste comprendre cette sensibilité, tu l'as d'où par rapport à notre chère planète Terre et notre environnement? Je pense au départ probablement de ma famille et de mon éducation où mes parents m'ont appris à protéger quand même l'environnement qui nous entoure. Et puis après, je pense que mes études ont aussi contribué à pousser le sujet. J'avais autour de moi des amis qui étaient aussi très sensibles à la question. Et après, je pense qu'il y a un peu une sorte d'émulation. On entretient ensemble cette sensibilité. Ils font quoi tes potes d'université, d'école? Ouais, il y a des choses très variées, franchement. Il y en a qui sont sur, je sais pas, plus le conseil sur la partie carbone. Il y en a qui sont sur des protections de réserves naturelles. Il y en a qui sont sur des enjeux de végétalisation ou des enjeux d'agroécologie. Beaucoup de choses différentes. Toujours avec un impact positif sur notre planète, tu dirais? J'essaie de comprendre dans en mon gros. cercle proche, oui, mais après peut-être que c'est aussi c'est les années où on choisit. Je trouve parmi les relations, souvent on se rapproche avec des personnes avec lesquelles on partage une sensibilité et en effet là. Il y a des convictions en commun, je trouve. Mais c'est pas tous les étudiants d'AgroParisTech, j'allais dire, vous n'êtes pas hyper exposés. On est ouvert à... non, mais c'est intéressant, je trouve. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi d'autres choses très très différentes. Tu vois, t'entends AgroParisTech, on parle des agriculteurs en ce moment, arrive à Paris. Ouais, mais... Et d'ailleurs, on nous a aussi, pendant les études... l'enseignement de base était au départ aussi centré sur des choses beaucoup plus, on va dire, traditionnelles. Et après, c'est important aussi de connaître ce qui se passe pour pouvoir justement le questionner. Mais il y a aussi beaucoup de... Je pense, alors je sais pas quelle est la proportion, mais beaucoup d'étudiants qui terminent du coup dans des cursus beaucoup plus classiques chez des grandes entreprises de l'agroalimentaire ou de... Ah ok, non, agroalimentaire. Pas que, non mais en effet. Ok, ou oil and gas, ou... ok, on va pas les citer, j'allais le dire, mais ok. L'entrepreneuriat, c'est comment à AgroParisTech? Ouais, finalement, moi j'ai plutôt l'impression que... alors, pas spécialement d'y avoir été poussée, disons, mais... C'était une voie qui s'ouvrait assez naturellement. Déjà, en année de césure, avec deux copains, on a monté une association pour la protection des tortues marines. Et on a pu faire ça, être soutenu. Et après, ça a perduré d'année en année. C'était repris par d'autres personnes de l'école. Trop cool. Ça existe encore? Alors, je suis plus activement, mais il me semble que oui, mais ça fait depuis un moment que j'ai pas suivi, là. Et puis après, donc, c'était quand on était vraiment en toute fin d'études qu'on a eu, que j'ai rencontré Rim, donc mon associé. Et donc ensemble qu'on a eu l'idée de ce qui est aujourd'hui Claire Fashion. Et on a été plutôt vraiment poussés par nos profs qui nous disaient mais allez-y, lancez-vous, en voyant aussi... Ce qui au départ était qu'un projet étudiant, c'est vrai qu'on l'a rapidement, on a pris les choses au sérieux et on a pris la parole sur le sujet, questionné les consommateurs, les marques, etc. Et comme il y a eu beaucoup de retours et de répondants et de réactions, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose. Et en effet, y compris, du coup, nos profs nous ont plutôt poussés dans sa direction. Donc, c'était dans le cadre d'un projet, je veux dire, il y avait une note associée, c'était vraiment dans le cursus En fait, on avait fait en dernière année, moi j'étais en spécialité un peu d'innovation et aussi gestion d'entreprise. C'est un peu la spécialité qui est la plus adaptée pour faire de l'entrepreneuriat ensuite. Et donc, en effet, du coup, c'était l'un des projets. Ouais, il fallait faire un projet. Il fallait faire un projet. En fait, tu avais 3 options. Soit tu créais ton projet, soit tu faisais pour une start-up existante, ou soit pour une plus grande entreprise. Voilà. Pourquoi bosser pour les autres quand on peut le faire pour soi-même? Et à quel moment, tu peux me parler d'une sorte de déclic où
à quel moment tu dépasses ce truc de je veux obtenir une bonne note, je veux aller plus loin, Ouais. je veux arrêter de parler de master, je veux le terminer, si je comprends bien, ça remplaçait un peu le mémoire ou Ouais, c'était ça, c'était notre mémoire de fin d'année, on va dire. Putain, c'est un truc chiant pour tout le monde. Et là, j'ai envie d'être vulgaire. Moi, je suis passé entre les mailles du filet, passons. Mais ouais, à quel moment c'est plus pour juste bien présenter auprès des profs et tu te dis, Ouais. putain, en fait, c'est ça que je veux faire de mes 10 doigts. Je vais aller plus loin à ce moment-là. T'es jeune, on te parle de tes premiers stages, ensuite tes premiers emplois. L'impression que ça va définir un mot que je déteste, mais le mot carrière. Et ouais, à quel moment tu dis, bah non, finalement, je le sens et c'est dans ça que j'ai envie de me lancer, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est... bon, je sais pas si à un moment, il y a tous les ingrédients parfaits qui sont alignés, qui font que c'est Ok. le moment, mais en tout cas, il y a quand même différents signaux, et nous, là, je pense qu'il y avait à la fois différents ingrédients nécessaires. Je pense qu'il y a déjà, notamment bah, dans le cas d'une entreprise à mission, et c'est ce qui nous anime au quotidien, il y a la quête de sens et l'envie de vraiment... bah, d'apporter une solution à un problème sociétal et d'apporter bah, du mieux pour la planète. Donc ça, c'était vraiment, je pense, ce qui nous animait, et on était profondément bah, motivés par cette mission d'un secteur très impactant sur lequel on voulait, qui nous concerne tous, parce qu'on porte tous des vêtements et sur lequel on voulait agir. Pour moi, c'était un ingrédient absolument nécessaire. Et puis après, pour moi, il y a à la fois aussi un peu l'étincelle, les signaux du marché, avec à la fois... donc quand on a commencé à lancer les premières enquêtes et on a eu énormément de marques, y compris des grandes marques, qui nous ont répondu et qui avaient l'air d'être intéressées par le sujet. Est-ce de la Alors, info intox, entre guillemets? Non, mais je sais pas si positivement ou négativement peut-être, mais en tout cas, voilà, des réactions. Et puis aussi des réactions des consommateurs, puisque très vite, on a un peu créé une communauté, au départ petite communauté, hein, mais de consommateurs très motivés, très actifs sur le sujet. Et ça aussi, je pense que ça nous a motivés. Et puis, le dernier, peut-être le troisième ingrédient sûrement nécessaire, c'est aussi juste l'envie d'y aller et l'aventure, quoi. J'allais dire, tu me parles de quête de sens. Tout le reste, hein, je l'entends, les consommateurs, c'est des choses palpables. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un truc, c'est ton gut feeling, tu sais pas l'écouter, tu sais pas l'expliquer, mais il y a un truc en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que, qu'on se le dise, même tes users, tu leur parles pas tout le temps. Quand t'es toute seule devant ton ordi à devoir trimer sur un projet ou quelque chose. Ouais, bah si, je pense qu'il y a un truc en toi aussi. Ok. Et tu saurais l'expliquer ou pas? Genre, c'est pas facile, mais... non, mais en fait, moi, le but, c'est s'il y a des personnes qui nous écoutent et tu vois... est-ce que tu arrives à faire un parallèle avec qui t'étais peut-être plus jeune, à voir si t'as toujours eu en fait cette envie ou même cette sensibilité pour l'environnement? Tu vois, tu nous as parlé de tes parents, mais je sais pas ce qu'ils font. Est-ce que ça vient de là? Ouais, bah non, enfin, c'est vrai que si j'ai dans ma famille des exemples d'entrepreneurs, forcément, mais je pense que ça inspire et ça marque. Et peut-être que ça a joué son jeu dans le fait de dire, bon, bah go, faut y aller. Et puis aussi, je pense que l'entrepreneuriat en sortie d'études, finalement, c'est un âge où on se pose aussi pas 100 000 questions. On avance. C'est dérisqué, tu vois. Ah, tu le fais, mais de manière inconsciente, presque? J'ai pas eu l'impression au départ de prendre la décision de ma vie. Enfin, je me suis dit, bah voilà, je suis motivée par ce projet, je me lance et on va voir. Peut-être que se poser la même question au bout de 10, 20 ans de carrière, c'est peut-être encore plus impressionnant. Mais même voilà. 2 ans, quoi. Même 2 ans de CDI après avoir quitté l'école. C'est peut-être une prise de risque qui semble plus importante. Ouais. Donc, à l'instant T, en fait, tu t'es dit, je prends pas de risque. Ou alors, le risque, tu le voyais pas tellement le reward, tellement la récompense était forte? Alors, le reward, je pense que c'est intéressant pour en parler. Ce qui m'anime, ce qui m'a animé dès le début et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est pas spécialement l'attente d'un reward, de quelque chose qui viendrait après, mais c'est vraiment plus aussi qu'est-ce que je fais au quotidien et c'est pourquoi je me bats au quotidien, et ça dès le début. Et je pense que moi, j'ai vraiment le sentiment que chaque jour, travailler pour Clear Fashion a contribué à avoir son petit impact sur le secteur.
Et c'est aussi ça qui me motive. Et puis tant voilà, chaque jour, à la fois, je suis heureuse de travailler et que les équipes sont heureuses aussi au travail. Il n'y a pas spécialement... Alors, bien sûr, on a des ambitions qui sont... me parle pas de licorne, attention. Non, mais on a des ambitions plutôt d'impact sur le secteur qui voilà, assez conséquentes et qui nous font rêver pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une sorte de reward dont on est dans l'attente, mais vraiment chaque jour qui est une motivation, quoi. Et c'est drôle parce que tu parles de tes équipes, tu as dit faire en sorte que les gens, je sais plus comment tu l'as dit, viennent travailler avec en étant heureux. Du coup, on sort carrément de l'impact environnemental, mais il est grave social. Et je trouve ça magique. Genre, moi, j'ai des gens à temps partiel, jeunes, et quel kiff quand... en tout cas, ils prennent les sujets, la mission à bras-le-corps. Je reviens juste sur cette quête de sens, cette mission. La première question, c'est est-ce que tu peux la définir? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta mission sur cette terre? Donc, par rapport à l'équipe ou par rapport à Clear... Par rapport à toi, à travers Clear Fashion, parce que tu viens de nous parler, il y a la mission de Clear Fashion, mais c'est quoi ta mission à toi dans ton sens, tu vois, le sens tout en haut de la pyramide de Maslow? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux l'illustrer par un petit truc qui s'est passé? C'est parfois pas palpable, c'est pas chiffrable, mais c'est des petits trucs au quotidien. Bon, me dis pas quand je vois mes équipes avec un sourire, parce que on a compris, mais tu vois, un truc dans ce sens, quoi. Ouais, bon, déjà par rapport à la mission, moi je pense, voilà, on est, on a la chance d'être sur une planète qui est merveilleuse et on est très nombreux sur Terre et moi je vois comme la présence sur Terre comme beaucoup plus belle si on arrive aussi à apporter des choses qui apportent à la fois... qui permettent de préserver la planète, d'apporter de la joie, de respecter les êtres vivants, etc. Et donc, dans ce qui me motive, alors, donc là, c'est en particulier sur le secteur de la mode, mais ça pourrait être autre chose plus tard ou autre. C'est vraiment du coup de contribuer, de mettre ma goutte pour faire en sorte de maintenir cette harmonie et de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est aussi vraiment en effet de préserver le bonheur au quotidien, et notamment à la fois celui des équipes, le mien, ma famille, mes proches. Voilà, j'ai pas envie de... pour moi, notamment quand on parle de société à mission, de start-up à impact, etc. Ça me semble hyper important d'être cohérent et d'être intègre, et du coup donc de le mettre en pratique aussi dans sa façon de faire fonctionner exactement la boîte. On te retrouvera pas sur Balance ta startup? J'espère pas, mais c'est à toi de me dire s'il y a des raisons. Après, tu dois pouvoir le voir venir. En tout cas, j'espère pour toi. Ouais. Dis-moi, plus startup ou... attends, excuse-moi, tu m'as pas répondu à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un petit truc qui reflète bien ça? Je pense qu'il y a peut-être pas un truc, mais c'est en effet des... Alors, je sais pas ce que tu recherches par image, mais c'est à la fois quand en effet on arrive à, par exemple, palper vraiment des changements dans ce qui se passe chez les marques. Donc l'impact direct auprès des marques. L'impact direct auprès des marques, ça c'est une source énorme de motivation, et quand on sait que c'est parce que, en effet... on a peut-être été le poil à gratter au démarrage, et que maintenant il y a un déclic qui se fait, il y a une vraie volonté de s'améliorer et qu'on envoie des premiers signaux, c'est hyper motivant. Et en effet, c'est aussi de voir... oui, tu parlais de l'énergie des équipes, et c'est hyper important aussi. Ok, donc il y a des moments, j'imagine, tu sors de meeting, on parlait du bonheur, je vais t'embêter encore là-dessus. Il y a une image, il y a un moment, il y a un truc où là, t'es en mode, c'est le bonheur absolu. Il y a eu des moments dans tu vois, la vie de la boîte. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on s'est parlé au tout début de ta boîte, quand tu levais des fonds et que j'étais chez New Fund. Oula, il y a bien longtemps.
Ouais, bah, les moments de... Je pense que Après, j'arrête de t'embêter sur ça. Non, mais les moments de bonheur absolu, c'est les moments où tu sens vraiment, en effet, je trouve une cohésion et une unité et une satisfaction dans, dans notre avancement, même si je pense que jusqu'à présent, tu vois, on a encore de gros défis et je pense qu'on avance aussi de façon très pragmatique et réaliste là-dessus. Mais en effet, quand on a des victoires dont on peut se satisfaire tous ensemble, c'est toujours un... Et c'est humain, c'est pas juste signer un client. C'est plus... ça peut être un mélange des deux, en fait. Ok. Et c'est aussi, j'imagine, la boîte dépasse toi et ta vision, c'est voir que peut-être tes équipes se l'approprient. Ouais. Ok. Bon, t'as parlé de start-up à impact. Est-ce que t'es plus start-up ou est-ce que t'es plus impact? Plus impact. Ouais. Bah, du coup, Enfin, après, oui, c'est que... c'est une très bonne intro. Tout est ficelé. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, mais je pense que la raison d'être de Clear Fashion, c'est vraiment notre mission au départ. Donc, il n'y aurait pas Clear Fashion sans l'impact. Pourtant, tu t'es défini comme start-up, et c'est du coup la question que je vais te poser. Ouais. Pourquoi, et en plus t'as monté une asso, pourquoi forcément créer quelque chose à but lucratif pour avoir un changement C'est une très bonne question. Alors, je pense pas qu'il faut forcément créer quelque chose à but lucratif pour avoir un changement. Et peut-être que par la suite, j'aurai d'autres projets, peut-être associatifs. Enfin, voilà. Là-dessus, je pense vraiment que c'est pas la voie unique. On s'est posé la question au démarrage de Clear Fashion. Est-ce qu'on fait une asso? Est-ce que c'est une société plutôt? Voilà, quelle structure juridique? Et Alors, c'était quoi les arguments? Qu'est-ce que disait Rim et qu'est-ce que tu disais toi? Non, mais en fait, on s'est dit que finalement qu'un jour, on pourrait toujours créer une association en plus en parallèle et qu'en fait, on était assez convaincus qu'on pouvait aussi créer de la valeur en créant une société et qui avait un potentiel de rémunération et de créer de l'emploi. Voilà, donc c'était vraiment... c'est ce qui nous a poussé dans cette orientation au démarrage. Mais la question s'était posée. Ok. Et on s'est fait... à l'époque, on était incubé chez Make Sense quand on s'est posé la question. On a été conseillé sur le sujet aussi là-bas. Et puis c'est vrai que ça nous a aussi, dès le début... sensibiliser aussi à la possibilité des modèles un peu hybrides, puisque notamment Make Sense, ils cumulent différentes structures. Ouais, ils accompagnent pas mal de belles boîtes, dont des boîtes qui sont passées par ce podcast. Putain, j'avais une question, ça y est, je suis en train de l'oublier. Ça m'arrive au moins une fois par podcast, mais pas si tôt. Attends, on parlait, donc Make Sense, non. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, rentrons dans le vif du sujet, j'aimerais parler des débuts. C'est quoi le premier impact que vous avez eu? Combien de temps ça a pris avant d'avoir vraiment un impact? Et peut-être que l'impact, il est juste... tu sais, il se palpe pas, mais tu dis, ok, au bout de 3 meetings, tu comprends que les personnes en face de toi... Tout à l'heure, tu as dit ça, le poil à gratter. Tu es en train de me dire que les marques de fashion n'étaient pas conscientes de leur impact? Et en fait, quand on s'est lancé... c'était... Et d'autant plus, je me rends compte avec le recul aujourd'hui, c'était quand même vraiment tôt par rapport au secteur et à sa maturité. Donc en fait, on est arrivé, voilà, on était un peu les premières à aller demander... Trop tôt? Alors, trop tôt? Ça dépend comment on le perçoit. Peut-être que d'un point de vue business, ça peut être perçu comme trop tôt, puisque du coup, c'est un moment où, en tout cas, pour avoir un mode de rémunération, etc., il y avait encore, on va dire, de gros challenges à lever. Mais du point de vue de l'impact, du coup, on a quand même été un peu des catalyseurs de la transparence dans le secteur. On a été les premières, en fait, à aller à la fois... En commençant auprès des consommateurs, vraiment venir les questionner sur leurs besoins d'information. On allait sur le terrain, on allait regarder comment ils achetaient des vêtements, ce qu'ils lisaient sur les étiquettes, ce qui comprenait des étiquettes vertes avec marqué ces vêtements green, etc. Enfin voilà, vraiment nous pencher là-dessus sur leurs habitudes de consommation pour les vêtements. Et puis on s'est rapproché d'experts, on a construit notre méthodologie d'évaluation et on a été les premières donc à aller demander aux marques des informations
sur ce qui était vraiment perçu jusqu'à présent comme un peu la boîte noire, la face cachée des vêtements. Jusqu'à présent, il y avait en fait aucune information. Quand on achète un vêtement, très très peu d'informations. On a le prix, on a la matière, on sait si c'est du coton, du polyester, et puis on sait quelle est la marque. Mais le CO2 parfois il y a le made in, mais même pas systématiquement. Et puis le made in, il reflète pas forcément, il reflète même pas du tout. C'est pas obligatoire le made in ou le Ouais, mais alors le made in, il est pas systématique. Si, il est quasiment. Maintenant, en plus, on va pouvoir en reparler. Maintenant, depuis, il y a d'autres obligations qui vont même au-delà du made in. Mais en plus, le made in, il reflète pas forcément la chaîne de production du vêtement. Parce qu'en fait, tu mets en avant une étape. Bien sûr. Tu as une multitude d'étapes qui peuvent chacune avoir lieu. Tu peux avoir une étape, tu vois, au Pakistan, au Bangladesh. Non, mais je pense surtout à iPhone qui te dit pas made in, il te dit assembled. Ah oui. Ou designed. Le design, assembled ou design. Le design, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Une Cupertino, je sais plus ce qu'ils disent en côte ouest. Ouais. Mais donc, et nous, on était un peu les premières à dire aux marques, c'est pas suffisant et voici les informations qu'on veut savoir. Alors au début, forcément, on a eu plein d'acteurs qui mais jamais vous aurez ces informations, etc. Quand tu leur dis salut, on est une marque qui vient un peu challenger vos pratiques pour faire du bien et surtout mettre de la transparence là où vous en mettez pas depuis des années. On n'a pas eu trop de difficultés à échanger avec les marques et notamment ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que dès le début, on avait du coup cette un peu communauté naissante de consommateurs très engagés à nos côtés qui venaient eux aussi en fait contacter les marques pour leur demander des informations. En fait, vous aviez de la crédibilité dès le départ. Et dès le début, ça nous apportait du poids et de la crédibilité. Alors, peut-être que tu vois, quand tu prends un Adidas ou un Levi's, ça représente peut-être pas grand-chose par rapport à leur notoriété mondiale. Nos ambassadeurs qui au départ étaient une petite communauté d'ambassadeurs en France. Tu les as vus sur quoi? C'est sur les réseaux? Comment vous l'avez créé? Juste pour comprendre ça. Comment la communauté? Ouais, exactement. Avant de pouvoir convaincre des marques, parce que... Alors, en fait, déjà, dès qu'on est questionné les consommateurs, que ce soit sur le terrain, par des enquêtes, etc. Ok, vous les engagez. Ça nous permettait d'embarquer des personnes à nos côtés, et puis après, beaucoup le bouche à oreille. Mais je veux dire, il y avait une plateforme, c'était sur quoi? On avait... Un compte Insta? C'était... Alors, il y avait compte Insta, mais sinon, c'était vraiment... les gens s'inscrivaient, en fait, à faire partie de notre communauté d'ambassadeurs. Cool. Et après, on les sollicitait, on les questionnait, ils testaient nos prototypes, etc. C'est quoi la taille critique? Le jour où tu t'es dit la commu est assez grosse, et c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est que finalement, justement, ça re-questionne, tu vois, par rapport à ce que je te disais sur des marques comme Levi's, Adidas, etc., c'est qu'en fait... Il suffit parfois, t'as pas forcément besoin d'avoir encore des millions de consommateurs à tes côtés, ce qui aujourd'hui est le cas maintenant, pour embarquer ces acteurs-là. Il suffit de quelques personnes très engagées qui prennent la parole, etc. Et les marques vont se dire, en fait, on n'a pas le choix, si on veut pas de bad buzz, etc., il faut qu'on réponde. Vous avez pensé à Camille Etienne ou pas? Je la regardais encore ce matin là, mais je sais qu'elle fait un gros travail contre Total en ce moment. Il y a le procès hier, mais je me dis ce serait une super porte-parole pour vous, non? Ouais, carrément. Après, on pourra aussi en parler, oui, ça serait une très bonne porte-parole. Et je pense qu'on a eu toujours un peu ce démarrage où vraiment c'était démarrage par la communauté qui nous a positionné dès le début comme très engagés, voire militants. Et après, avec les mois et les années, aujourd'hui, on se rend compte que pour que le secteur puisse vraiment évoluer, il faut aussi accompagner les marques et leur donner les moyens de s'améliorer. Et donc on a dû aussi un peu, on va dire, retravailler notre positionnement pour pas juste être perçu comme l'acteur qui va leur taper sur les doigts. Je veux dire la police, quoi. Exactement. Mais leur dire, en fait, leur faire prendre conscience que vraiment de jouer le jeu de l'évaluation, de la transparence avec leurs clients, ça pouvait être en fait un énorme atout pour elles. Et que ça peut être aussi d'ailleurs dans le marché actuel, en gros le marché de la mode, c'est un marché qui
qui rencontrent des difficultés en ce moment, dont les règles sont complètement changées avec l'émergence de nouveaux acteurs comme à la fois donc l'ultra, ce qu'on appelle l'ultra Shane, fast là, fashion, ou Shine, exactement. Genre Shein, Oui, je Temu, sais pas. Désolé à Shine qui à chaque fois doit croire que je parle d'eux, donc je parle de la néobanque, alors que pas du tout. Je parle des autres. Je comprends. By the way, je ne comprends toujours pas comment même des influenceurs peuvent te proposer. Je trouve les prix sont tellement dérisoires que tu te dis c'est pas possible, mec. Genre quand tu payes un trajet de métro à 2,15€ et que tu peux acheter un t-shirt à peut-être parfois moins cher que ça, tu te dis c'est bizarre c'est quand vrai que même. la comparaison est bien trouvée. Non, mais exactement, quand tu sais tout ce qu'il y a derrière un vêtement, c'est pas possible en fait Mm. euh, que, qu'un vêtement soit fait dans de bonnes conditions et terminé à ces prix-là, quoi. Et donc, en effet, avec voilà, ces nouveaux acteurs, il y a le marché doit aussi se réinventer et nous, on est convaincus que c'est aussi justement en arrivant à En faire embarquant moins tout le mais monde. mieux, des produits de meilleure qualité, plus durables et que du coup, l'importance à la fois de se renseigner, d'évaluer ses produits, de transmettre les informations, c'est vraiment ce qui peut permettre aux acteurs qui ont une volonté de bien faire les choses de s'en sortir. Pourquoi? Je sais que c'est un parti pris hein, de pas vouloir aller taper sur les doigts des méchants, de ceux qui font du mal, mais plutôt de les sensibiliser, pardon, les embarquer, bosser main dans la main plutôt que les afficher. J'aimerais te poser déjà une première question. Euh, Qui est-ce qui vous a inspiré dans ça? Ouais, alors, bon, déjà, dans ce que tu dis, il y a quand même eu un peu un virage et il y a deux parties dans notre activité, puisqu'on a donc cette application mobile historique où, pour le coup, en effet, on ne demande pas trop, enfin, même on ne demande pas leur choix aux marques, et c'est les Mhm. consommateurs qui Qui demandent leur note, évaluation. ok. On signale aux marques en avance qu'elles vont être évaluées, on leur envoie les infos en amont, etc. S'il y a des retours, elles peuvent nous les faire, mais avec des documents preuves. Mhm. Mais donc, c'est indépendamment, en fait, de leur volonté. Et on a cette deuxième partie de notre activité où on évalue vraiment chaque vêtement, chaque article. On pense que c'est hyper important parce que c'est aussi sur chaque produit final que se fait la différence selon Bien sûr. sa matière, sa chaîne de valeur, etc. Et pour pouvoir vraiment agir au niveau des vêtements, des productions et donc aux prémices, pour bien le faire, il faut être capable d'avancer avec les marques et de les embarquer dès le début, dès les moments où elles font des choix de conception. C'est là votre business model? Alors, on fait pas, nous, pour info, on fait pas de conseils parce qu'on veut pas être conseiller et évaluateur. Il y a conflit d'intérêts. Bien sûr. Donc, Auditeur et conseiller. exactement. On a, ce qu'on permet aujourd'hui, c'est on a une sorte d'outil SaaS, une interface qui permet aux marques d'évaluer leurs produits selon notre méthodologie. Et d'ailleurs, la méthodologie, elle est open source, elle est publiée, n'importe qui peut tester. Mais donc, en fait, les marques payent un droit d'accès à la fois pour cet outil SaaS, qui leur permet d'ailleurs aussi justement de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception pour pouvoir améliorer leurs produits et voir, tiens, ok, voici les notes de mes produits, j'ai peut-être 40 sur 100 en moyenne, et si je vais monter à 60 sur 100, comment je m'y prends? Et du coup, regardez, si je relocalise ma production, si je fais labelliser mes matières, si je fais... voilà, Ils ont telle et toute telle. cette data. En fait, c'est un peu la question que je me posais. Est-ce qu'ils savent réellement que le t-shirt référence XYZ, là, Hum, en fait, je sais pas, l'émission de CO2, parce que lui est transporté depuis le Bangladesh, je ne sais où, hum. versus la Chine. Tu vois, Ouais, est-ce que c'est non, aussi justement, granulaire, quoi? alors justement, ça c'était notre grosse difficulté au démarrage et encore aujourd'hui, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas la donnée, Mhm. enfin du moins qui n'ont pas la... En fait, on est sur, du coup, on a fait le choix, on est sur un système, on va dire, péjorant, où quand t'as pas l'information pour un produit, T'as zéro. on peut pas mettre les points. Tu mets zéro Oui, donc tu mets zéro sur Sur le le critère, barème, quoi. Ok. voilà. On part des informations péjorantes et c'est ce qui se fait hein, dans les systèmes d'évaluation, souvent des produits et de leur impact, c'est plutôt standard comme fonctionnement. Mhm. Mais en effet, c'est vrai que ça fait partie un peu des défis pour les marques, c'est d'avoir cette information-là. Ce qu'on voit quand même, c'est que le fait d'avoir une évaluation qui peut être réalisée dès le début, même quand tu as une information partielle,
ça vient justement aussi motiver la recherche d'informations parce qu'en fait, du coup, ça donne un sens et ça donne une direction et tu vois qu'en fait, mais En fait, sur tel tu plantes la critère, graine et il j'ai creuse, une quoi. mauvaise note parce que je manque d'éléments et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je mise à fond pour aller me renseigner et me rapprocher de mes fournisseurs, etc. Donc, en effet, l'un de nos impacts, c'est vraiment de catalyser cette recherche d'informations qui est menée par les marques. On va parler des marques, on va parler de... attends, je t'avais posé la question, mais est-ce que vous avez un rôle modèle là-dessus? Ou des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des personnes, et à l'inverse, d'autres dont vous vouliez pas vous rapprocher? Dans l'idée, hein, même si vous supportez peut-être des causes similaires, je parle du fait que pas taper sur les doigts, mais plutôt les embarquer avec vous. Il y en a qui ont choisi une autre vision. Tu veux dire chez les marques Ouais. Bon, je pense à Yuka, évidemment, qui a dépensé qui a beaucoup de procès aussi contre les lobbyistes, notamment ceux de la viande, etc. Je voudrais comprendre, vous, si c'est les embarquer. Déjà, qui a fait ça? Genre, j'imagine qu'il y a plein d'actions que je ne connais pas, moi, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres boîtes qui ont fait déjà comme vous à d'autres critères. Est-ce que tu avais des référentiels à ce niveau-là? Ouais, alors, bon, forcément, en effet, Yuka, on nous en parle beaucoup et on est aussi forcément en partie inspiré par ce qu'ils font. Et voilà, C'est quand même un positionnement différent. En effet, c'est un positionnement différent. Je pense qu'en fait, on peut pas. Là où c'est aussi nécessaire d'avoir un positionnement différent, c'est qu'on est quand même dans des secteurs très différents. Et qu'il faut garder en tête que justement l'avancement du secteur textile et du secteur alimentaire n'est pas le même. L'alimentaire avait beaucoup plus d'avance que le textile sur ces sujets-là. C'est qu'une question de retard, mais les trajectoires devraient être les mêmes. Alors, je ne sais pas si les trajectoires seront exactement les mêmes, mais en tout cas, je pense qu'à la fois que ce soit le chemin dans la tête du consommateur ou du côté des marques n'a pas pris, n'est pas allé à la même vitesse. Je pense que pour le consommateur, au départ, il a commencé à se questionner sur ce que j'ingère, après peut-être ce que je me mets sur la peau, la cosmétique, et puis après, les vêtements que je porte. Mais donc, c'est arrivé plus tard. Et puis aussi, du coup, de la même façon sur les produits, sur l'alimentation, on a quand même beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, etc. Okay. Donc, de fait, on ne pouvait pas non plus se comparer complètement à Yuka. Et il y avait aussi à l'époque beaucoup moins d'obligations. C'était beaucoup moins réglementé. Maintenant, voilà, c'est en train d'arriver. Mais on était vraiment un peu les premiers à venir, du coup, pousser plus loin que ce minimum qui était, qui n'était pas suffisant, en fait. Vous avez de la compète depuis ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, donc justement, il y a des réglementations qui sont sorties, qui poussent les marques à afficher, par exemple, leur traçabilité, et on sait qu'il va y avoir aussi un affichage environnemental. Ça, c'est pour quand ? Alors, la mise en place. C'est souvent décalé. Ah bon ? Ça va être début 2024, début 2025, et je crois que ça va encore être décalé. Donc, voilà. Ah bon ? Ne serait-ce pas une priorité pour les gouvernements ? Joker, ok. C'est un sujet qui, voilà, je pense sur lequel ils ont à la fois à cœur d'avancer, mais forcément pour cadrer et mettre en place une réglementation sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi, ils sont confrontés à peut-être beaucoup d'acteurs de lobbying et d'acteurs qui ont des intérêts différents. Et définir une méthode dans laquelle il y a forcément des partis pris, des arbitrages. Bien sûr. C'est un gros défi pour le gouvernement et qui n'avance en effet sûrement pas à la vitesse voulue au départ. Mais vous attendez pas du coup ces lois. Et la preuve est, nous, on n'attend pas les lois et on pense qu'il ne faut pas attendre les lois pour avancer. Okay. C'est une opportunité pour vous ? Alors, c'est une suite logique en fait. Le changement que ça va faire, c'est probablement là où peut-être que certains acteurs se disaient mais d'accord, Clear Fashion c'est pour les acteurs engagés. En fait, il y a aussi il va y avoir une partie, alors peut-être pas autant que nous, on aura toujours un pas d'avance par rapport à la réglementation. On va plus loin, c'est vraiment c'est la différence entre je suis la loi et vraiment je me transforme et je vais plus loin. Mais il n'empêche que certains de ces sujets vont devenir incontournables, y compris pour les marques qui n'ont pas spécialement au départ de volonté à aller là-dessus.
Donc, de ce fait, ça va probablement accélérer certaines choses pour le secteur et ce qui a du bon. Mais vous Et n'en êtes pas dépendant. alors, on en est... Avec certains acteurs, c'est le cas. Et justement, ce qui a quand même été compliqué, c'est que la réglementation a failli aller dans une direction... Enfin, il y a encore des incertitudes d'ailleurs, mais qui, selon nous, n'étaient pas souhaitables du tout. Ok. Tu peux nous expliquer rapidos Ouais. Un peu de pédagogie. Là. Un peu de pédagogie, allez, c'est parti. Donc, pour plusieurs raisons, mais en fait, il y avait la réglementation devait pousser vers un affichage environnemental selon une méthode qui était plébiscitée et poussée notamment par des industriels. Et c'est une méthodologie qui, notamment au niveau européen, derrière le comité textile, c'est des grandes marques comme H&M, C&A, Adidas, etc. Qui ont du coup aussi participé à la définition de cette méthode. Et c'est une méthode qui est pensée plutôt pour l'optimisation industrielle, qui s'applique très mal aux procédés organiques et qui va du coup te dire qu'en gros, pour simplifier, ton pull justement Chine 100% polyester, donc on va dire en plastique, est mieux noté que ton pull Saint-James en laine. Pourquoi ? Parce que déjà, ça tient pas compte de certains critères comme la pollution plastique. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui devait être très très quantitative, mais du coup, tant qu'ils n'arrivent pas à avoir la donnée précise, ils quantifient pas. Et du coup, ils tiennent pas compte du tout. Ils tiennent même pas du transport. Je veux dire, Saint-James, je pense que c'est fait en Bretagne, non ? Ouais, mais en fait, t'as plein de... quand tu tiens compte de tous les autres impacts. Mais donc, en effet, les limites, c'est à la fois lié à des critères qui ne sont pas pris en compte, à des bases de données incomplètes. Donc, par exemple, ils ne font pas de différence entre du coton bio. Et puis aussi à un fonctionnement où tout est lié un peu à la matière ou à la surface dans le cas de l'alimentation. Donc, à la matière pour le textile, ça va faire qu'en gros, plus ton grammage est épais. Donc, par exemple, si tu as un t-shirt qui est plus épais, il va être plus mal noté qu'un t-shirt fin, sauf que peut-être que le t-shirt fin, au bout de lavage, il va se déchirer et le t-shirt épais, il va durer plus longtemps. Coucou Zadig et Voltaire. Alors là, je le dis officiellement, les pires t-shirts ever à 80 €. Mais passons. Je te le dis, parce que le temps avance et qu'il est... J'ai du mal à voir. Il est 8 ? Bon, il nous reste genre 5-10 minutes max. Il est quelle heure ? 10. Non, 6. 6, ok. On va essayer de faire vite. Est-ce que tu peux me parler ? J'ai bien compris. Tu vas pas me donner les mauvais élèves. On est d'accord ? C'est qui les bons élèves ? C'est qui les bons clients ? Est-ce que tu peux m'expliquer combien vous faites de chiffres ? Qui sont ceux qui vous ont fait confiance dès le départ ? Ah non, mini question avant ça. Est-ce que le gouvernement vous a appelé ? Et attends, je savais pas répondre sur la concurrence. Et la concurrence aussi. Bah vas-y. Allez, c'est un peu les 2-3 questions. Bon, je commence par le gouvernement, peut-être. Ouais, dis-moi si le gouvernement vous a appelé. La réglementation. Ne serait-ce que pour vous inclure dans la réflexion, quoi. Ouais, alors forcément, c'est vrai que quand donc le projet d'affichage environnemental, c'est un projet qui en soi existe depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis 2008 que ça a commencé. Et d'où aussi l'importance d'avancer à une vitesse qui n'est pas forcément celle de la réglementation. On n'a pas les mêmes contraintes et c'est important d'avancer vite et au-delà. Ils en parlent au COP ? Ils ont au COP. Ou non, c'est pas le sujet. Après, c'est un sujet quand même. Les impacts de la mode, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Bien sûr. Et donc, en effet, dès les lancements, ils nous ont quand même sollicités pour qu'on prenne la parole et notamment pour montrer aussi aux marques que c'était possible. En fait, qu'il y avait, quand les marques étaient incitées par la demande des consommateurs, etc., que c'était possible d'avoir ces informations, de se faire évaluer et d'afficher des données. Donc, ils nous ont sollicité au départ pour témoigner. Après, pour les enjeux méthodologiques, parce que c'était un gros défi de leur part. On a été au départ contraints à un cadre qui ne nous convenait pas. On a pris la parole un peu haut et fort pour montrer justement les limites de cette méthode dont je te parlais avant. Comment tu prends la parole haut et fort ? On a fait des tribunes dans le monde, notamment une tribune qui est sortie en mars dernier. Tu l'achètes, ça, l'espace dans le monde pour pouvoir... Non, on est écouté, c'est un sujet qui... Ouais. Bravo le monde. Et donc, on a pris la parole sur le sujet et ça a été plutôt une victoire puisque nos demandes ont été en partie écoutées et maintenant aussi, on a très régulièrement des échanges avec les différents ministères qui sont impliqués sur le sujet. Ils vous considèrent réellement
T'as pas de syndrome d'imposteur, réellement, toi voilà, Impostrice. et je pense que c'est notamment une conséquence des millions de consommateurs à nos côtés, des centaines de marques à nos côtés également, et puis des experts et de l'expertise qu'on a développée. Là où, forcément, ils ont de gros challenges et ils ont tout à fait intérêt à s'appuyer sur les acteurs qui sont déjà sur le terrain et qui se sont posés les questions avant. C'est le meilleur endroit, juste pour comprendre, quand tu parles avec ces gens, ces hauts dirigeants de l'État, d'avoir ton impact et réaliser ta mission. C'est le meilleur moment. Je sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'est l'un des moments où on réalise notre mission. Je dirais pas le meilleur moment parce que notre mission, elle va au-delà du réglementaire, encore une fois. Et qu'on se rend compte aussi, et c'est là que c'est parfois frustrant, c'est que c'est pas du tout la même temporalité que la temporalité avec laquelle on agit nous, en fait. Et quand on met, nous, une toute petite équipe, des ressources à fond pour embarquer les marques, embarquer les consommateurs, et ben on voit très rapidement des résultats. Là où, sur la partie politique, c'est des discussions qui durent des années et des mois pour prendre une direction. Et juste sur cette partie politique, c'est un peu la dernière question que je te pose là-dessus, mais tant qu'on touche pas à l'argent et le portefeuille, les gens bougent pas le petit doigt pour les marques. Pour les marques, tu veux dire tant que... La réglementation, derrière, on entend qu'il va y avoir des fines, si jamais il n'y a pas amendes. d'amende... Ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans les... Donc là, notamment, l'une des lois qui oblige les marques à afficher leur traçabilité, donc c'est la loi AGEC. On voit les marques jouent plutôt le jeu, mais souvent elles ont quand même du retard pour s'y mettre. Et en effet, je pense que c'est vraiment la peur à la fois du contrôle et la peur du bad buzz aussi qui va peut-être motiver les marques à y aller. Et c'est vrai que c'est hyper important. C'est bien qu'il y ait des lois, mais après, il faut s'assurer qu'elles soient respectées derrière, quoi. Je sais plus comment on dit, mais avec des gros vient de grosses responsabilités. Mais je sais plus le gros quoi, mais bref, avec des grosses thunes viennent de grosses responsabilités. Dis-moi très rapidement, est-ce qu'il y a de la concu, notamment suite à toutes ces lois? Il y a des opportunistes. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où là, on va dire 2020, 2021, 2022, 2023, petit à petit, on a commencé à parler plus sérieusement de cette loi. Et donc, il y a du coup eu beaucoup d'acteurs qui ont commencé à se positionner sur le sujet. Beaucoup d'acteurs que nous, on considère aussi un peu comme opportunistes, qui en voient vraiment, qui pour le coup ne cherchent pas forcément plus loin que le minimum réglementaire. C'est vraiment... un peu se positionner sur cette nécessité pour les marques et cette crainte en fait de la réglementation qui va tomber. Mais ça reste bénéfique pour vous. Et ça reste sensibiliser l'écosystème. Je pense que ça participe à l'évolution, donc il y a du positif. Dans tous les cas, nous on a quand même un positionnement qui est différent et qui est unique puisqu'on est les seuls à avoir notamment à la fois cet engagement et cette expertise méthodologique et puis aussi cette présence auprès des consommateurs qui fait qu'on n'est pas juste... en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont plus vraiment que du B2B auprès des marques pour soit les conseiller, soit rechercher les informations pour elles, etc. Donc on a quand même un positionnement qui reste unique. Mais en effet, ça a quand même pas été évident ces derniers mois puisqu'il a fallu faire un marché en totale restructuration avec beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent, qui n'ont parfois pas tous un discours clair, qui vont sur les enjeux de méthodologie dont on parlait, qui vont pas forcément pousser dans la bonne direction. Et donc ça nécessite aussi des corrections parfois de notre côté pour nous assurer que tout aille dans une direction souhaitable, quoi. Très clair. Il est 12 ou 17? Non, il est 13, du coup, il est 13. Okay. Très rapidement, on va pas spoiler, mais tu as un rendez-vous important avec une marque qu'on connaît tous. J'espère qu'elle va signer. Question toute simple. Est-ce que tu peux partager des chiffres? Je sais pas à quel point vous avez fait de CA, si tu peux m'en parler. En 1 minute, et si tu veux nous citer peut-être un client dont tu as envie de parler aujourd'hui, quoi, qui fait des choses bien, du coup, plutôt. Ouais.
Et ben donc sur les chiffres, donc Clear Fashion c'est à la fois une grosse communauté de consommateurs très engagés. Donc sur cette communauté on va dire d'ambassadeurs qui contribuent, qui participent, qui redemandent des informations, etc. Ça représente 300 000 personnes qui sont vraiment moteurs à nos côtés. On est connus en France, on a fait du coup des études de notoriété et notre action n'est pas uniquement via l'application, mais vraiment donc par l'utilisation des scores, aussi par les marques. Aujourd'hui, c'est 25% des consommateurs en France qui nous connaissent avec un très haut niveau de confiance. On est à 87% de confiance. Joli. Donc, ce qui vient aussi justifier, montrer aux marques qu'il peut y avoir un impact positif aussi, y compris parce qu'il faut aussi toucher... souvent, pour que la direction soit intéressée, il faut leur montrer que même pour le business, ça peut être bénéfique. On a 300 marques qui sont engagées dans une démarche de transparence avec nous. Au départ, ça a commencé par l'évaluation de leurs pratiques au niveau marque et après sur le niveau produit, où on a aujourd'hui... alors, ça augmente chaque jour, mais en fait, entre les marques qui sont en pilote et celles qui déploient, c'est entre... 25 et 50 marques qui sont sur l'évaluation vraiment de leurs produits, du coup, qui nous transmettent les informations. C'est le moment là où il y a du business model ou même avant ? C'est cette partie-là, en effet, qui est la partie payante. Ok, donc entre 25 et 50 marques qui payent à l'heure actuelle. Ouais. Ça fait combien en MRR, cette histoire ? Et je sais pas si là, je vais rentrer dans ce détail, mais pour tu voulais des noms, on a... l'une de nos fiertés aussi, c'est de toucher tout type de marque et ça va à la fois, tu vois, je pense que les premières marques à embarquer à nos côtés, c'est au départ des marques profondément engagées, convaincues, comme des petites marques inspirantes comme Opal ou des marques comme Fago, Le Si Français, etc. Okay. Mais on a aussi des marques traditionnelles françaises comme Cyrillus ou même Pinky, des marques qui doivent aussi qui sont conscientes des améliorations à faire sur leurs produits, mais c'est aussi justement une motivation par l'évaluation de le faire. Et puis on a affaire aussi souvent à des responsables RSE hyper convaincus derrière, et ça c'est aussi motivant. Cool. Et je pense que ça leur fait un argument pour aller voir la direction et faire changer les choses. Et aussi, tu vois, même des marques internationales. Tu kifferais signer Shane ou Shine Tu kifferais en vrai ou pas ? Franchement, j'avoue que j'aurais peur de... faut t'avouer, j'allais dire à moitié pardonner, mais surtout vous les aidez aussi à prendre conscience de ça. Après, je suis pas sûre que Chine aurait intérêt à signer avec nous, franchement. Okay. Parce que justement, ils ont ce qui va plutôt dans leur sens, c'est qu'il y a certaines méthodologies qui pourraient, si tu fais des vêtements fins et du plastique, t'as une bonne note, donc ils pourraient bien se retrouver, mais nous, c'est pas le cas de notre méthode. Ok, ils y perdraient. Ils pourraient utiliser le SaaS pour évaluer leurs produits. Et faire du bien à notre planète. Et après, s'ils sont partants pour afficher des 10 sur 100 et du rouge sur leurs vêtements, pourquoi pas. Ça m'a pas l'air d'être leur mission première. Bon, je vais te laisser partir, mais je te pose 3 mini-questions hyper rapides. Tu vas voir, ça va durer 30 secondes. Première question est simple. À quel point t'es heureuse sur une échelle de 1 à 10 ? 9. À quel point t'es riche sur une échelle de 1 à 10 4. Et à quel 5. À quel point tu trouves du sens au quotidien dans ton travail ? Sur une échelle de 1 à 10 9. Et ma dernière question qui est plus large, donc c'est la question bonus. Si aujourd'hui tu n'étais pas la CEO de Clear Fashion, tu penses que tu serais dans quel job ? Waouh. Je pense qu'un jour, je pourrais être intéressée pour une expérience plus terrain. Tu vois, quand je vois mes amis qui sont vraiment sur, la protection d'espaces naturels ou sur... c'est un truc qui pourrait, dans une autre vie, m'intéresser. It's a wrap. Je ne te prends pas plus de temps. Il est 17. Tu as 2 minutes de retard. J'en suis navré. Un grand merci. As-tu pris du plaisir ? Merci à toi. Oui. Bon, super. J'espère que les amis, vous avez découvert encore une nouvelle super boîte. Et super entrepreneurs, j'allais dire euse, et un grand merde à toi, mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent, et va closer. Et si tu peux, ramène-moi un petit goodies de ton client. Allez, ton futur client. À très vite et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!